Bonjour, bonsoir, bienvenue au Spoiler Talk de Dune, Part 2. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. Yo! What's up? Fait que tel que prévu, dès qu'on a mentionné dans notre édition, on va maintenant parler de Dune, Part 2, qui est sorti tout récemment. Tous les trois, on l'a vu. Et pour ceux qui ont goûté notre édition, la 116e, on parle de à quel point c'est vraiment un masterpiece. C'est une grande œuvre de science-fiction qui vaut la peine d'être vue au cinéma. C'est littéralement le pourquoi que les cinémas ont été inventés. Je pense que c'est pour voir ce genre d'œuvre-là. C'est pour ce genre de film-là. Je veux pas non plus over-hyper parce que c'est comme quand tout le monde parle de ce film-là comme c'est quelque chose de vraiment genre, comme incroyable et wow. Mais en effet, je pense que surtout en étant moi-même un fan des livres, en comprenant la complexité de l'adaptation, d'adapter cette œuvre-là, de voir ce que Denis Villeneuve a fait, c'est incroyable, c'est recommandable en fait. Puis en plus, c'est nice de voir aussi quelqu'un aussi d'ici qui a pu monter aussi haut dans les échelons un gars Hollywood, du Québec. un gars du Québec qui permet de faire quelque chose d'aussi grande qualité. Non, écoutez, c'est un film qui en plus, qui a été fait avec un budget de 190 millions. C'est quand même pas... c'était pas cheap, mais tu sens que le film... C'est ça qu'un film de 190 millions devrait ressembler. Ouais. Quand on pense à un truc comme Flash qui a coûté 250 millions, puis comme au niveau du visuel, au niveau de le fini, là. Le rendu fini, exactement. Tu sais. Puis pour ça, c'est la même compagnie de production. Hein. La même merci. C'est WB, mais c'est pas le même studio. C'est le même studio principal, mais c'est le studio d'ici, en fait. Ouais. Mais sous WB. En effet, c'est la même compagnie. Au bout du compte, t'as raison. C'est ce que je veux dire. T'as raison. Fait que ouais, non, c'est un chef-d'œuvre. J'essaie de toujours être un peu prudent à mettre ce titre-là à un film, mais je pense que comme dans 10, 15, 20 ans, ça va être encore vu comme étant un chef-d'œuvre de la science-fiction. Ah non, ce film-là est écrit dans les annales là, du cinéma. Ça va être... Autant... Tu sais, je me rappelle la première fois que j'avais vu la version de David Lynch. Je l'ai vu avec notre oncle Jean-Robert. Puis lui, quand... Je me rappelle, ça passait à Télémétropole, au Canal 10. Puis lui m'a dit, assis-toi. Il dit, ce film est un chef-d'œuvre. Ouais. Puis je l'ai regardé, puis j'ai fait, wow! Puis déjà, il savait que j'étais un fan déjà de Star Wars. Fait que quand je l'ai vu, je devais avoir à peu près... J'avais déjà vu Star Wars 1, j'avais pas vu le reste, mais j'étais tout jeune, là, j'étais encore au primaire, puis j'ai fait comme... Puis c'était trop... C'était Star Wars épisode 4, en fait. Puis, épisode 4, excuse-moi. Puis c'était déjà complexe pour un jeune de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce film-là. Mais... pour moi, qu'est-ce que je pensais? Il utilisait le mot comme Muad'Dib comme une arme. Muad'Dib. Puis il n'y avait pas de combat comme vraiment physique. C'était plus le petit combat avec le Christ, c'est tout. Mais c'était complètement différent. Puis pour moi, c'était ça, Dune. Jusqu'à temps qu'il y a à peu près 5 ans, je me suis investi dans les livres. Puis j'ai lu les 4 premiers livres. Puis j'ai fait comme ça, ça par rapport avec le film. C'est complètement différent. Le film, j'essaie de comprendre comment ça se fait qu'on fait le film. Puis quand j'ai entendu que Denis Villeneuve, justement, allait faire... c'est quand j'ai entendu que Denis Villeneuve allait sortir sa version que je pense que j'ai commencé à m'y mettre. Avant que le premier sorte. Quand le premier est sorti, j'avais déjà toute l'image dans ma tête. Fait que j'ai adoré le premier pendant la COVID quand il était sorti. J'avais adoré le film. Mais celui-là, ça dépasse... toutes mes expectations, tout ce que je pensais sur ce film-là, j'ai fait, OK, j'aurais pas fait mieux. J'aurais vraiment pas fait ça. Le film est majestueux. C'est très beau. C'est dur à décrire. Je veux pas donner de note parfaite. On n'est pas encore là. Le film... On va revenir le film par rapport au livre, par exemple, si je parle avec ceux qui ont aimé vraiment l'histoire du livre, qui étaient fans de livre, ça se peut qu'il y en a qui soient déçus. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Je pense qu'on peut embarquer sur les changements si tu veux. Ça va nous permettre en plus d'élaborer un peu plus sur le film en comparant avec le livre. Mais tu sais qu'on donne un synopsis de l'histoire?
On peut donner un synopsis d'histoire. On devrait dire c'est où ça part. Ouais, parce que ça part. Le film commence, c'est immédiatement après le premier film. Ils ont encore le corps de Jamis avec eux autres. Ouais. Après le combat. Ouais, tout après le combat, ouais. On va quand même assumer que les gens qui nous écoutent ont probablement vu le film, mais sinon, c'est vraiment, comme tu dis, le film commence directement à la fin du premier. Et on suit beaucoup plus, on suit beaucoup le parcours de Paul qui s'intègre à la communauté des Fremen et qui, puis de l'autre côté, les Fremen qui eux autres commencent à croire graduellement que Paul est le Lisan al-Gaïb, le Messie qu'ils attendent depuis très longtemps, genre. Parce qu'ils ont cette prophétie qu'il y a quelqu'un qui vient de ailleurs de leur monde qui va venir puis qui va les sauver puis qui va permettre à Dune de devenir une planète verdoyante. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est comme ils voient en Paul cette figure messianique parce qu'en plus, bon, avec la prophétie, il est censé avoir sa mère qui est une révérende Bene Gesserit, puis blablabla. Fait que c'est comme il y a comme tous les signes qui semblent concorder, genre, pour dire que Paul est cette figure messianique, tu sais. Puis au bout du compte, bon, ben, Paul finit par assumer, puis là, on parle de l'histoire du film, genre, vraiment grandement, il finit par assumer ce rôle de figure messianique, même si au bout du compte, il comprend que ça a des conséquences dramatiques parce qu'il voit le futur, parce qu'en fait, le Lisan al-Gaïb, qui est aussi en fait un dérivé du Kuzak Haderach, qui est ce que les Bene Gesserit en fait ont c'est un programme que les Bene Gesserit ont créé en fait, qui permet en fait à un individu, un homme, de voir dans le passé et dans le futur. Et Paul est en fait le résultat d'un programme génétique que les Bene Gesserit ont transformé un peu en superstition religieuse dans plusieurs planètes de l'Empire. Et il assume ce rôle de Messie et il mène en fait il finit par overthrow l'Empire parce que c'est ça l'histoire en fait au bout du compte. C'est super simple rendre le part 2. Puis je pense que ça c'est un peu l'attrait qu'il peut avoir, que beaucoup de gens ont eu de la difficulté dans le premier. Je pense que ça, puis qui nous écoutent puis qui n'ont pas encore vu le part 2, je pense qu'un des points forts de ce part-là, c'est que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus streamliné comme au niveau de storyline, parce que la première partie sert vraiment plus à établir les bases de l'histoire. Fait que c'est la partie 1 qui est vraiment beaucoup plus complexe. La partie 2, c'est littéralement l'histoire de la rébellion contre l'Empire. Genre, c'est Star Wars. C'est Star Wars. C'est comme, on est les underdogs, puis il y a ces forces incroyables, puis c'est comme, on est ces gens qui n'ont pas des ressources, puis on va trouver un moyen de overthrow. Il y a plusieurs mois qui se passent, puis tout le monde pense que les Fremen, c'est des millions, mais en fait, ils sont juste 200. Pendant qu'ils font les attaques et tout, puis c'est une guérilla. Non, attends. Les Harkonnen, dans le film, ils pensent qu'ils sont juste des milliers. Ils savent pas qu'il y a des millions de Fremen. C'est juste que ce qui est impressionnant, c'est qu'ils mènent leur attaque par petits nombres. Ouais, ils démolissent les Harkonnen malgré tout. Puis, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que c'est la joute politique qu'on voit là. Quand je dis joute politique, c'est que c'est plus profond que seulement que les Fremen acceptent qu'il est le Messie. C'est que la mère de Paul est, disons, je ne vais pas dire endoctrine, non. Non, tu as raison. Elle endoctrine, influence les gens, comme influence les gens les plus faibles. Elle utilise la religion comme outil de manipulation. Voilà. Puis ça c'est un changement versus le livre. Dans le livre, l'ascension de Paul en tant que figure messianique est beaucoup plus organique, dans le sens où ces gens comme lui puis sa mère interviennent pas trop. Toute l'affaire de prophétie, c'est fake, c'est inventé par le Bene Gesserit, mais il l'utilise, puis il laisse les choses se passer, puis ces gens comme il ne pousse pas trop. Dans le film, par contre, c'est littéralement l'opposé. La mère, elle joue un rôle super actif. Genre, c'est comme, elle manipule, elle endoctrine. Dans le sud, là... C'est presque un vilain à un certain point. Genre, comme, on peut la voir comme un vilain sur certains aspects, ce qui est quand même assez différent du livre.
Par contre, au niveau du message, au niveau du thème, de ce que Frank Herbert, l'auteur de la saga, voulait laisser passer, c'est super cohérent. Parce qu'en fait, ultimement, Dune, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, puis qui ont juste vu Part 1 et Part 2, je ne vais pas trop aller dans les spoilers, je ne vais pas vous dire comme, qu'est-ce qui se passe avec On est un Part 2. spoiler talk, moi. Ben, oui, mais je ne vais pas nécessairement spoiler peut-être les bon, au pire, on verra. Oh, Mais oh, oh. on va continuer à discuter. Mais le thème principal, c'est que c'est dangereux de suivre ces figures messianiques-là. Fait qu'en prenant la mère, puis en la mettant dans un rôle actif où ce qu'elle manipule, tu vois les dangers, tu vois justement et voici comment un peuple peut se faire manipuler. Exact. Comment on peut utiliser la religion pour manipuler des gens à mauvais escient. C'est ce que je veux dire. Puis c'est un peu ça que je pense que le livre... Le premier livre ne parle pas trop de ça, mais le deuxième livre, tu vois les ça conséquences. s'appelle le Messie, tu vois les conséquences. Exactement. Mais dans Dune, Part 1, dans Dune... Dans le premier livre de Dune, il ne parle pas vraiment de ça. Non, c'est plus focusé sur la vengeance de Paul, puis son ascension en tant qu'empereur. Mais ce que j'ai trouvé cool, par exemple, dans les changements, justement, que j'ai trouvé, c'est, tu vois, quand ils parlent parce que les Fremen, ils restent dans ce qu'on appelle des sièges. Puis dans le siège du Nord, qui, eux, sont pas religieux du tout, Exact. Ils sont là pour le peuple, ils sont forts, ils sont fiers et tout. Puis t'as ceux qui sont vraiment fanatiques. Vraiment ça. Les fanatiques de la religion, puis ils attendent leur Messie, ils attendent leur Chosen One. Et ça, il n'y a pas ça dans le livre. Non. Ah Puis, non, il n'y a rien de ça. Puis j'ai trouvé ça... Au début, je me demandais pourquoi elle avait fait cette distinction-là, puis à la fin du film, j'ai fait « Ah, OK, ouais. » Parce que c'est pour donner une profondeur au personnage de Shani. Ouais. Le personnage de Shani vient du Nord, puis ça explique pourquoi qu'elle fait Je pense que Shani est un des plus grands changements qu'ils ont fait dans le film. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer ça. Ouais, exactement. C'est mon point aussi. Je suis d'accord avec toi à 100%. La Shani de Denis Villeneuve d'une Part 2 est en fait littéralement à l'opposé de la Shani dans les livres. Dans les livres, elle est en fait une des personnes les plus qui supporte le plus Paul. Elle est complètement, leur histoire d'amour est ultra fusionnelle. Ouais. Alors que dans l'adaptation, c'est en fait, elle aime Paul, mais elle n'aime pas la figure messianique que Paul représente. Puis elle devient en fait une des personnes qui le conteste le plus. Fait que ça lui donne un rôle différent de ce que les livres, de comment les livres la représentent. Sauf que encore là, ça remet encore plus en relief le thème, dans ce que c'est comme t'as littéralement quelqu'un qui critique ça parce qu'elle le voit, genre comme comment son peuple se fait manipuler, comment son peuple embarque dans ce djihad au bout du compte religieux, et puis elle le conteste, alors que dans le premier livre il y a personne qui conteste ça. Ben non. Puis alors que là tu as cette figure-là, genre. Fait qu'en effet, je pense que le monde qui sont attachés au personnage de Shani ou attachés à certains aspects vont vraiment être déçus. Puis en fait, j'ai vu du monde sur YouTube qui, justement, ils parlent de ça, qui ont adoré le film, mais en même temps, c'est genre comme, c'est pas la Shani que je connais. Moi, c'est pendant que quand on est allé voir le film, je passais aux toilettes avant de rentrer dans la salle. Puis il y avait, avant que tu arrives, justement, puis il y a du monde qui sortait de la salle, puis aux toilettes, ils parlaient de ça. Puis ils étaient comme déçus de cette fin-là, puis du genre, c'est pas la même chose. Ils ont changé le personnage de Shani. Il y a certains personnages qui sont dans l'histoire que tu vois plus. Même Stilgar a changé. Stilgar est une figure beaucoup plus religieuse que dans les parce livres. Parce que dans les livres, c'est un personnage plus sage, c'est un vrai guide. Il joue un peu comme le rôle de... Ouais, mais il y croit. Dans les livres, il y croit. Il est moins fanatique. Il n'est pas fanatique comme ça. Il est moins fanatique. Mais là, il est fanatique. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce que ça crée un contraste entre lui et Shani. Tu vois ce que je veux dire? Il représente la figure de leader qui est complètement obnubilée par le mythe du Messie que Paul représente, puis t'as Shani qui semble être la voix
de la raison qui conteste. C'est comme, OK, tu as comme ce contraste-là au bout du compte, mais en effet, c'est aussi un changement au niveau de Stilgar, genre comme un des personnages quand même importants dans la saga. Sinon, un autre changement aussi qu'on peut discuter aussi au niveau de Alia. Ah oui, tu la vois pas dans le film. Non, c'est ça. Alors que Alia, c'est la sœur de Paul qui elle joue un rôle assez important quand même à la fin. C'est elle qui tue le baron Harkonnen, alors que là, c'est Paul qui le fait. Je me demande comment ça va jouer le rôle de l'abomination. Mais ça, par contre, le film l'a très bien fait. Comme tu vois, genre, en fait, c'est la meilleure adaptation d'Abomination que j'ai vue. Ouais. Le fait qu'elle parle avec sa mère dans le ventre, mais c'est comme tout le temps, la façon qui se passe, c'est que c'est fucking scary. C'est comme si elle est possédée. Oui. C'est comme si elle est possédée. Non, silence, parle pas. Elle parle tout le temps à sa mère, puis là, c'est genre comme... littéralement, elle scheme avec sa mère sur comment contrôler les femelles. C'est comme si elle voit qu'est-ce que sa mère voit, alors, tu sais, elle dit, elle donne son opinion sur plein de trucs. Exact. Fait que, oui... C'est vraiment... Cette façon de faire-là... Moi, j'ai aimé cette façon comment ils l'ont fait. Puis ça donne encore... Comprenant, c'est comme... Sachant qu'est-ce qui va se passer avec Shani plus tard, ça fait tellement... Là, c'est comme... Même si j'étais déçu de ne pas la voir, là, je suis encore plus hype de la voir. Surtout en plus que je sais que c'est Anya Taylor-Joy. Ouais, c'est Anya Taylor-Joy qui fait la jouer. Yo, je suis tellement hype. Elle va tellement jouer une bonne Alia. Ça, surtout que c'est un personnage qui est... Spoiler, qui est fucking ambigu et tragique en même temps. Genre, c'est plus tragique. Elle est plus tragique qu'autre chose. Très tragique. À la fin, elle est plus ambiguë. C'est juste une pure villaine. C'est juste tragique. Ambigu. Mais... Elle est ambiguë dans Messi. Dans Children, elle est plus ambiguë. Elle se perd. Non. Dans Children of Doom, c'est la villaine du livre. Je pense qu'ils vont la mettre un peu plus ambiguë / vilain dans Messi. Surtout comment il la montre dans le part 2, je fais genre comme you're scary girl. Non, elle fait peur. Elle fait peur. T'es même pas connu puis tu fais peur. Genre, c'est une abomination là. Incroyable. Écoute, un autre point fort aussi du film, Fedrota, la version de Denis Villeneuve de Fedrota. Belle version. Vole le show. À chaque fois qu'elle apparaît dans le film, c'est genre comme quand il introduit dans la scène de l'aréna. Le visuel en noir et blanc. C'est surtout le visuel en noir et blanc là, puis les feux d'artifice là qui sont c'est spécial comment c'est fait là. C'est super. Moi j'ai adoré le visuel là à ce moment-là était sa performance aussi, tu vois ça, parce que Fedrota dans les livres est toujours décrit comme étant psychotique. Non. Oui, il est coquille, mais c'est un malade mental. Il est dangereux, il est psychotique. C'est ce que je veux dire. Mais la version de Sting de David Lynch, tu le vois pas, tu le sens pas. Il y avait aussi une version en mini-série. Ils ont toujours fait des versions plus charismatiques que psychotiques. Alors que là... il est psychotique. Il est charismatique et psychotique. Ce que je veux dire, c'est comme... Il est fucking ruthless. C'est un excellent vilain. Quand il essaye son couteau, là. Oui, il se met à tuer du monde en son couteau. Puis après, il dit, je t'ai dit la pointe. C'est comme, il tue du monde. C'est comme, what? C'est comme, voilà, c'est Fedrota. Un moment donné, il tue un officier, puis il dit, amenez son corps dans ma chambre. Dans mes quartiers. Mes animaux ont besoin de se nourrir. C'est comme, yo, what the fuck, dude? Amenez-le dans mes quartiers. C'est ruthless. Mais ça, c'est le genre de truc que je suis genre comme, oui, ça encapsule très bien l'essence des Harkonnen. Fait que non, c'est à mon avis, c'est un des nombreux points forts du film, qui même en temps d'adaptation, je pense qu'il est un meilleur Fedrota que même ce que les livres en soi ressortent du personnage. Sinon, au niveau de l'action, c'est pas un film... Tu vois, ça je pense qu'on peut donner ça comme peut-être pas nécessairement un bémol, mais il y a moins d'action que je pense. Il y a moins d'action que je pensais qu'il y aurait. Le dernier acte. Il y en a eu. Il y en a, mais j'essaie de me mettre en fait plus dans la place de peut-être du monde je comprends. Qui voudrait voir un film un peu plus d'action là, action pack. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas action pack. Je veux dire, c'est pas action pack. C'est vraiment pas action pack du tout. Malgré tout, je pense que le film vaut à 100% la peine. Je pense qu'en fait, notre plus grande déception,
ça va être Bisraban. Bisraban Écoute, ça fait contre... Depuis la sortie du premier Dune, ça fait 2 ans qu'on espère que Batista finisse par se battre avec Gurney Halleck. Parce que dans les livres, Gurney Halleck puis Bisraban, le personnage de Batista, ils ont une rivalité. Mais dans les livres, le combat a lieu off-screen, puis Bisraban se fait tuer off-screen. Fait qu'on a fait genre comme, peut-être que le combat va avoir lieu. Ça laisse la liberté au combat. On n'arrête pas de niaiser, genre comme que Batista va faire son Batista bomb, il va faire son petit ton. Puis c'est genre comme ça fait 2 ans qu'on parle de ça, genre comme ça va avoir lieu, ils vont se battre, ça va être fraîche. Finalement, le combat a lieu, puis j'étais comme. C'est comme dans le livre. C'est comme dans le livre. Batista a job. job. C'était un squash. C'est un squash. L'affaire a duré 5 secondes, j'ai fait comme non. Les gars, c'est par respect à Batista qu'on l'a montré parce que réellement, ça méritait même pas d'apparaître dans le film. Honnêtement, ils auraient pu couper le combat. Ça rien. Rendu là, le combat. Moi, tout ce que t'avais vu, c'est qu'il s'approche de lui, puis ça finit là. Ouais. Une fois, il se passe à autre chose. Ils ont fait la même chose. Puis ça tape, puis Bisraban est mort. Ils ont fait la même chose. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est par respect à Batista, on lui a donné une scène finale un autre des à l'écran, sinon là. Un autre des changements aussi qui était aussi surprenant, mais ils n'ont pas eu le choix. C'est parce que vu que Ali n'est pas là, c'est Paul qui tue le baron Harkonnen. Ouais, il tue. Mais ça a du sens. Ça fait du sens. Ben oui. Il tue le baron Harkonnen en disant, en reconnaissant que c'était son grand-père. Oui. Parce que le baron est le père de Jessica. La mère de Paul. Mm-hmm. Alors, ça fait que Alia et Paul sont des descendants des Harkonnen et des Atreides en même temps. Mais ça, c'est dans les livres, par contre. C'est juste que je pense qu'il ne le mentionne jamais. De quoi il mentionne pas? Ils l'ont mentionné. Ils l'ont mentionné. Je ne sais pas s'il le dit à haute voix. Il ne dit jamais à haute voix. Je pense pas dans les livres. Non. Mais jamais. Même pas dans le film. Non, ok, d'accord, c'est ça. Jamais. Ils vont jamais. C'est ça, parce que ça va jamais être connu. Ça va être jamais connu officiellement. C'est juste que je me rappelle. Ces deux familles-là sont carrément liées à ça. Mais il dit, lui, c'est son grand-père, puis il dit que l'autre, c'est mon cousin. Son cousin. Il dit lui, quand il a dit mon cousin, puis l'autre, lui, il comprend pas. Puis il n'a jamais eu le temps de comprendre. Mais non, il ne comprendra pas plus. Il n'y aura pas de discussion. Le combat était fraîche, par contre. Oui, autant que j'étais déçu un peu de Batista contre Joss Brolin, que le combat contre Timothée Chalamet. Ça aurait pu durer 20 secondes, Joss Brolin contre Batista. Au moins, c'est quelque chose. Mais le combat le plus important, honnêtement, c'était ce combat-là. C'est ce que je veux dire. Le combat final. La chorégraphie était bien. Honnêtement, ils l'ont bien faite. Puis dans les limites des. Oui, ils ont fait des changements encore là, mais encore là, je pense que c'est un changement qui était mieux. Parce que dans les livres, les couteaux de Fedrota sont empoisonnés, fait qu'il n'y a pas de blessure. Paul ne peut pas se permettre de se faire blesser. Je me rappelle de ça. Parce que je veux dire, c'est genre comme parce qu'il l'avait gardé dans la première version, il l'avait gardé. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il utilise la lame de l'empereur. Il se fait poignarder, il se fait blesser. C'est un combat beaucoup plus brutal, viscéral, merci. Ouais. C'est ça, c'est comme. Il y a beaucoup plus de physicalité. Ça, c'est une meilleure amélioration. Ça, je trouve que c'est une amélioration comparée à l'œuvre originale. Ou en tout cas, c'est une bonne adaptation pour le cinéma. Parce que je trouve que ça apporte un peu plus. T'as même peur pour Paul. T'as même une impression d'emmener qu'il va être. Il se fait poignarder. Honnêtement, c'est ça. Puis bon, comme je dis, la chorégraphie est vraiment bonne. La performance de Timothée Chalamet, sérieusement, ce gars-là, c'est le next big one. S'il continue à faire des films comme ça. Oui, exactement. Puis il n'y a pas le physique des superstars de notre époque, dans les années 80, 90, début 2000. Il n'y a même pas la shape d'un Tom Cruise. Non. Mais, dude, il a un charisme et une présence. Tu sais, il y a 2 scènes que j'ai fait genre comme que, yo, dude, t'es fucked up, t'es coquille, là. T'sais, comme t'en as des grosses. Vas-y. Quand il devient l'épousat Cadérac, première scène. Quand il boit l'eau de vie, puis il commence à challenge tout le monde. Genre, no one can stand against him. Puis c'est comme, yo, puis c'est comme, il est crédible. Ouais. Il est fucking crédible. Puis je suis comme, tu le vois, puis t'es pompé, puis je suis comme, yeah, man. Puis ça fait peur, hein? C'est exactement ça. Puis quand tu vois le part 1, j'avais peut-être une crainte un peu moi j'avais peur. Subconscient de est-ce qu'il va pouvoir livrer la marchandise en tant que cousin Cadérac. Yo, dès qu'il boit l'eau de vie, j'ai fait comme c'est une autre personne. Il est devenu il était à 100% crédible. Puis l'autre scène, on en a parlé hors podcast, c'est quand il force l'empereur
à s'agenouiller, il met, C'est comme ça? il met sa main comme ça, puis il fait juste comme yo. Tonnerre! Quand il voit que l'empereur s'agenouille pas, Il donne le coup de pied à il dit terre. rien d'autre. Il fait juste, mais c'est comment il le fait. Puis ça, je suis désolé, mais il l'a. Puis il a cette prestance, il a ce charisme. Puis la manière qu'il fait, là, je te jure, c'est crédible. Puis l'empereur a peur. Ouais, puis il est chic. Il est chic. Tu vois que Christopher Walken s'agenouillait, man. Il s'agenouillait devant Timothée Chalamet. Le Spice, dommage qu'il le dit pas, ça par contre. Mais il dit pas, c'est ça. Mais c'est dommage, ça. Puis pour rester sur Timothée Chalamet, considérant que c'est le même film, les deux, quand tu penses à comment il est, la première partie, comment il commence, le jeune pop, le young pop, genre comme le petit prince, blablabla, genre comme quand il parle à Duncan, je veux te suivre, blablabla, puis c'est comme il y a toute cette innocence là. Et puis à la fin, puis tu vois l'arc narratif complet du personnage à la fin. Je suis genre un badass emperor. Méchant bon acting, un très bon arc. Puis ils ont fait un très très bon choix au niveau du casting de Paul. Ça, là maintenant, il y a aucun fucking doute, genre ils ont frappé un coup de circuit avec lui, avec ce casting-là. Oui, exactement. Tu sais. Moi personnellement, c'est pas un acteur que j'aime, mais j'ai pas le choix de donner. Il va être à suivre. Je suis pas chaud de donner. Ça va être un acteur de la génération actuelle. Oui, c'est pour ça que je vous dis. C'est leur star. C'est leur star. Les Austin Butler, les Zendaya, les Florence Pugh, c'est tous des acteurs qui sont super prometteurs. Mais c'est rassurant aussi. Parce que justement, c'est comme tu dis, c'est tous des acteurs qui sont de nouvelle génération. Puis on voit dans ce film-là ces acteurs-là. Puis ils ont livré la marchandise. Ouais. Ils ont fucking livré la marchandise. Parce que c'est pas notre génération à nous. C'est pas nos acteurs à nous. Fait qu'on les suit. On aurait pu être beaucoup plus difficile envers eux autres. D'avoir Timothée Chalamet dans un rôle de science-fiction, d'action. Il rentre pas dans le moule de ce à quoi on s'attendait. De ce à quoi on est habitué. Exactement. Puis de faire genre comme qu'on puisse nous-mêmes faire comme t'étais fraîche, dude. Ah, je n'ai pas le choix. Exactement. Fait que il a bien livré. Ça veut dire qu'il a fait sa job. Il a fait sa job, exactement. Il a fait la job. Florence Pugh, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle j'ai hâte de. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Irulan. Ouais. Elle a l'air un peu comme Jessica. Elle était un peu Jessica qui est en retrait là-dedans. Là-dedans, elle est un petit peu plus proactive. Son sournoise. Elle est, tu vois qu'elle réagit quand elle dit regarde, non, je dis. Tu pas mon père, je vais te marier, c'est correct, je vais être avec toi. Je pense qu'elle va jouer un plus grand rôle. Je pense qu'elle va jouer un plus grand rôle parce que déjà dans Doom Messiah, elle joue déjà un gros rôle. Un rôle qui scheme contre Paul. Mais là, je pense que ça va être. Là, je pense que ça va être encore plus prononcé, puis ça va être plus intense. Ouais. Fait que, puis votre cote pour vous autres. Attends, j'ai deux trucs à faire notre cote. Autre truc aussi, un autre aspect qui m'intéresse pour le prochain film, qui est un changement. En fait, c'est même un autre grand changement, en fait, comparé au livre. C'est Lady Fengwing qui a un enfant. Oui, il y a l'enfant de Phaedrota a un enfant avec une Bene Gesserit. Puis ça, dans les livres, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que cet enfant-là pourrait être un potentiel Cusack Haderach. Fait que ça, c'est un autre aspect que je pense que... Est-ce que vous pensez qu'ils vont le développer? Ils n'auraient pas fait cette scène-là, puis ils l'auraient pas laissé dans le film. Ça aurait peut-être être lui, le fils dancer. Si ils veulent pas faire de quoi avec ça, c'est comme puis considérant que le Bene Gesserit ont toujours ils font rien pour rien. Fait que si on te montre cette scène là puis qu'elle est enceinte, je suis sûr que au niveau de l'écriture, ils ont probablement des plans par rapport à ça. Ou bien peut-être que c'est lui qui tuerait Paul. Possible. Mais c'est juste que ça, c'est je pense non, que c'est... Non, c'est pas avec la façon que Paul meurt, mais dans les livres, mais... ils vont changer ça peut-être. Que je pourrais le voir, il pourrait remplacer ou jouer comme le rôle de... Comment il s'appelle? Celui qui va se marier avec Ganima. Oh, 100%. 100%, c'est le neveu de l'empereur. Le neveu de l'empereur. Oui. Il pourrait avoir un rôle similaire. C'est lui qui mais ça, c'est dans les Children of Dune. À moins que Messie de Dune adapte des éléments de Children of Dune, tu pourrais faire ça.
Ouais, puis en fait, même, je pense que Messie de Dune, ils vont adopter Ils vont adopter des éléments, pour faire un film. Pour pouvoir boucler vraiment faire l'histoire boucler l'histoire de Paul au complet. Ouais, exact. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. D'après toi, comment ils vont faire l'affaire avec les enfants? Parce qu'à la fin, Shani, il reste pas avec Paul. Elle s'en va, elle fait du sandriding. En parlant de sandriding, pour faire une parenthèse, moi, c'est ma scène préférée. La première fois que Paul monte sur le verre, pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est visuellement. La musique, l'ambiance, l'atmosphère. Justement, Hans Zimmer, je voulais qu'on en parle un tout petit peu aussi. Ouais. La bande sonore. Incroyable. 10 sur 10. Incroyable. 10 sur 10. Puis c'est Hans Zimmer, on en parlait en plus dans notre édition. C'est fascinant qu'il ait juste gagné 2 Oscars dans sa carrière. Ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens. Il n'a pas gagné pour, mettons, Time de Inception, là, tu veux me dire, c'est ça? Ou bien pour de la samouraï. Come on, man. Mais ouais, non, bande sonore incroyable. Ça, c'est flawless. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Fait que moi, je peux aller avec sur 10. Sur 10 ou avec les étoiles? Sur 5. Sur 5, je dirais un 4.5 sur 5. Le point 5 qui perd, c'est à cause des éléments d'adaptation. Sinon, pour moi, c'est un film flawless. Ouais. Moi, je vais aller dans les mêmes eaux que toi, là, 4.5. Pourquoi je donne pas 5? C'est parce que je vais pas donner 5. C'est tout simplement ça. Parce que il n'y a pas de film, c'est rare de voir un film qui est vraiment parfait. Je dois pas donner 5. Faut pas donner 5. Faut pas donner. Non, tu peux pas, t'as pas le droit. Tu peux donner un 5. Non, tu peux donner un 5 si ça couvre toutes tes bases pour toi. Moi, honnêtement, tu vois, si j'avais pas lu les livres, ce serait un 5. Les seuls points, puis même dans notre spoiler talk, le seul point négatif qu'on a donné, c'est lié à l'adaptation. Ouais. C'est même pas lié au film. On n'a rien dit du film qui était vraiment négatif. C'est genre comme, ah oui, ça, ils ont changé ça par rapport au film. Fait que pour moi, c'est pour ça que je fais comme 4.5. Moi qui est le seul à pas avoir lu les livres, moi je me base seulement sur la première version, sur la mini-série. Je comprends. Et c'est tout. La chose qui... Tu parles de la mini-série. Oui. Même la mini-série est différente. Ouais. Parce que la mini-série couvre vraiment les 4 premiers livres. OK? Ouais. Jusqu'à temps... Puis, c'est James McAvoy qui fait Leto 2. Dans le livre, là, il y a 9 ans. Ouais. Oui, ils ont changé les affaires. Oui. Là, c'est des adultes. Là. Tu changes... Il y a beaucoup de choses qui changent. Puis, la façon que Alia, dans le dernier, justement dans Children Come meurt, pas la même chose que dans le livre. Dans le livre, tu lis, puis tu vas prendre une gorgée d'eau quand tu as fini de lire le passage. C'est triste. C'est d'une tristesse incroyable. Tandis que là, elle meurt dans les bras de sa mère, puis elle dit j'aime mon frère. Tu sais, c'est plus théâtral. C'est théâtral. Ouais. Tu comprends? C'est pas la mini-série est beaucoup plus théâtrale, justement. Mais anyway, fait 4.5. 4.5, c'est ça. 4.5. Le gars qui va faire ça. Je vais donner 5. Et voilà, 5. Ouais. Je donne 5. Parce que même si il y a certaines libertés, je veux dire, si je prends le film comme tel, pour un film de science-fiction pour le genre, je veux dire, c'est le film à battre. Je veux dire, pour le genre que c'est, le type de film, science-fiction, parce que, regarde, il y a 7 ans, il a fait la suite de Blade Runner. Le film n'a pas été un succès, mais ça reste un masterpiece dans son genre. Puis là, il a fait ça, puis là, il va avoir le succès qu'il mérite. Ouais. C'est le standard-bearer des films de science-fiction. Denis Villeneuve, t'es un maître dans ton art. Je te le dis tout de suite. Là. Ça, je suis 100% d'accord. Quand tu regardes ces 4 derniers films, on va conclure là-dessus. Genre, il a fait The Arrival, Blade Runner, Dune 1, Dune 2. The Arrival, c'est pour le regarder 5 fois. J'ai adoré ce film-là. C'est le meilleur réalisateur de science-fiction au monde en ce moment. The Arrival, là, t'écoutes l'affaire, puis tu dis... Parce que... Puis, il nous prend, c'est parce que tu sais, il prend pas par la main, mais il insulte pas ton intelligence non plus. Exact. C'est ça l'affaire. Il respecte son auditoire, il respecte le spectateur. J'aime comme tu dis. Il est prêt à forcer le spectateur à réfléchir, puis c'est un des meilleurs réalisateurs au monde. C'est probablement le meilleur réalisateur pour tout ce qui a rapport avec la science-fiction. Dans ce genre-là, il le maîtrise avec une
c'est scary, là. Il est vraiment très bon. C'est sûr que ceux qui préfèrent des affaires avec plus d'action, c'est Denis Villeneuve n'est pas votre genre. Ouais. Mais Non. moi, j'aime ça regarder un bon film. Puis pour ça, Denis Villeneuve a tous les talents. Puis il a tout. Il touche toutes les coches pour moi. Là. Pour moi, je vais donner à Dune 5 sur 5. Puis je vais conclure en disant que... Je conclue après toi aussi. OK, que Hollywood avait besoin de ce genre de film-là. Ouais. Tu sais, comme on a couvert tous les blockbusters l'année passée, tous les flops qu'ils ont eus. Ça, c'est un remède à tout ce que... Tu sais, c'est comme maintenant, tous les studios vont voir ce que Denis Villeneuve a fait, puis ce que WB a fait. Puis ils vont dire, c'est genre comme, OK, d'accord. Voilà la recette. Il y a encore un public pour ça. Puis ces genres de films-là fonctionnent. Puis ton public, tu n'es pas obligé de les prendre pour des caves. Tu n'es pas obligé de faire un Transformers ou un Fast and Furious puis pour faire du cash, c'est ce que je veux dire. Merci. Oui, donc moi, je voulais juste dire que pour mon 4.5, je voulais juste dire comme quoi que le 4.5, c'est vraiment... Parce que pour ma part, il manquait un peu d'action. S'il y aurait eu un petit peu plus d'action, je pense que j'aurais été plus à l'aise de mettre un 5. Je suis quelqu'un qui aime un peu plus de... Juste un petit peu plus d'action. Oh ouais. Donc, c'est vrai que à la fin, surtout, ça a été expéditif. Ouais. Le dernier acte est expéditif. Ils auraient pu stretcher ça un peu plus longtemps au niveau ils se sont juste débarrassés des Sardaukar off-screen. Ouais, ils auraient pu nous montrer ça. Ouais. Ils auraient pu prendre un coordonnateur en film pour des scènes d'action juste pour cette partie-là. Mais, tu vois, puis là, on va conclure là-dessus. En fait, tu vois que ça, c'est quand même constant dans tous les films que Denis Villeneuve fait. Les scènes d'action, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment énormément. Non, lui, c'est l'histoire. Exactement. Puis là-dessus, je suis d'accord avec ton point, Evans, que c'est comme... Je pense que... Juste un tout petit peu. Oui, non, 100%. Je pense que le film aurait été servi à avoir une meilleure scène d'action, un peu plus élaborée, le dernier acte. Ouais. Sauf que, encore là, moi j'ai pas le choix de voir le film à travers aussi le livre. Puis le livre, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est comme Frank Herbert. En fait, comment... C'est bizarre à dire, mais il a délivré comme ça. Il a délivré fidèlement au livre. Okay. Parce que Frank Herbert, lui-même, à la base, n'est pas intéressé aux scènes d'action. Puis je trouve que Denis Villeneuve a justement... Tu sais, comme on a critiqué beaucoup de trucs qui a changé. Mais ça, c'est un des aspects que les gens comme... On dirait que c'est Frank Herbert qui a réalisé le film. Ouais. On dirait que c'est lui. Ah oui? Littéralement. Il n'a pas mis d'emphase comme... Bon, justement, les Sardaukar. Paul, il dit, débarrassez-moi de... Tuez-moi les Sardaukar, puis prenons un otage. Tu vois pas la scène? Dans les livres, c'est comme ça. C'est accéléré. On passe à autre chose. Ils n'ont pas le temps, là. Ouais, là-dessus, je fais genre comme... Ça ressemble beaucoup au livre. Mais moi, je pense que ça ramenait un plus... pour le public général. Pour le public général, oui, je suis d'accord. Ouais. C'est un aspect que je fais comme... Puis moi, c'est ça. C'est quelque chose que j'aime voir, là, des fois. Là. Mais des fois, souvent, surtout dans les films d'action. Fait que, anyway, bon, on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit à une prochaine fois. Puis allez voir le film, ça en vaut la peine. Yes. Sérieusement, c'est au cinéma. Yes, exactement. Si vous attendiez un bon film à voir au cinéma, D-Box. en voilà un. En voilà un qui vaut la peine de se déplacer, à mon avis. Ouais. Fait que merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.